La Russie préparait des listes d'exécution en cas de capture de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré cette semaine le chef de la direction principale du renseignement, Kirilo Budanov. Ces listes devaient inclure des enseignants de langue, de littérature, d'histoire ukrainien, des vétérans de l'ATO, des journalistes, des scientifiques, des écrivains, des prêtres de l'Église orthodoxe d'Ukraine et d'autres confessions qui soutenaient l'Ukraine, des personnalités publiques et politiques, des chefs d'État et d'administration autonomes. En témoignent les renseignements reçus par l'Ukraine. De plus, les occupants russes avaient déjà des instructions sur la disposition et l'emplacement des fosses communes. Et notre enquêteur historique Stas Yasinski a mis au jour l'une des opérations spéciales les plus cyniques du Kremlin visant à exterminer la nation ukrainienne qui s'est soldée par un génocide, la famine artificielle de 1933. La semaine dernière, nous avons commémoré les victimes de l'Holodomor de 1932-1933 avec des millions de bougies, dans des millions de fenêtres. Mais il s'avère que la menace n'a pas disparu. Les idées de dénazification de Poutine ne sont qu'une nouvelle tentative de répéter l'opération stalinienne des années 20, appelée ukrainisation rouge. Si vous avez été surpris, ne serait-ce qu'une seconde, bien que vous ne croyiez toujours pas pleinement au génocide de 1933 et les tombes collectives que les descendants actuels de ces bolcheviks nous ont préparées. Être bolchevique en Ukraine soviétique, occupée au début des années 20, était une honte totale, tant à la campagne qu'en ville. La plupart des communistes de l'époque étaient des Russes ethniques et des membres de minorités russifiées des étrangers haïs qui tentèrent de prendre le pouvoir. Il fallait donc un tour habile, un instrument qui camoufle l'étranger sous son propre. Ainsi, au début des années 20, des Ukrainiens sont portés à des postes de direction dans les organes de gestion, que l'on appellera ensuite national-communistes. Et ces gestionnaires ukrainiens commencent à ukrainiser sincèrement les villes russifiées auparavant et à rapprocher automatiquement le parti au peuple. L'ukrainisation est un mouvement bolchevique largement promu en faveur du développement de la langue ukrainienne, de la culture et de la lutte contre le chauvinisme impérial. Elle a été imaginée par des idéalistes qui croyaient en des valeurs lumineuses de fraternité entre des peuples égaux. Mais pour Staline, l'ukrainisation a toujours été une valise à double fond, confiée à des idiots idéalistes utiles. Mais cela viendra plus tard. Les communistes pro-ukrainiens ont abordé la question de manière globale. Dans les villes, ils ont créé des Ukraliknepi, dont les inspecteurs vérifier les fonctionnaires d'État sur leur connaissance de la langue ukrainienne. Voici le certificat de Ukraliknep qui affirme qu'en 1928, la comptable Olga Sergei a bien réussi l'examen de langue ukrainienne. Sur les champs du certificat, il est indiqué que l'ukrainisation a réalisé l'unification de la ville et du village. Ce document était délivré une fois par an. Sans lui, aucun fonctionnaire ne pouvait obtenir un emploi et travailler en Ukraine soviétique. Pendant l'ukrainisation, les syndicats créatifs et les théâtres ont prospéré. Les journaux et les stations de radio sont passés du russe à l'ukrainien sur ordre. Les linguistes ont travaillé à la création d'un dictionnaire en plusieurs volumes de la langue ukrainienne. Dans le même temps, non seulement les villes russifiées d'Ukraine, mais aussi les régions du Kouban et du Caucase du Nord, où les Ukrainiens ont été réinstallés dans l'Empire russe, ont pu revenir à leur langue maternelle. Le commissaire du peuple à l'éducation de l'Ukraine soviétique, Mykola Skripnik, a fait pression pour l'ouverture de 500 écoles ukrainiennes en dehors de l'Ukraine. Afin que les enfants apprennent mieux leur langue maternelle, Skripnik a proposé d'inviter 1,5 million d'enseignants de l'ouest de l'Ukraine. C'était impressionnant. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'ukrainisation est devenue une force puissante qui a converti de nombreux travailleurs et intellectuels au communisme. Cependant, la même ukrainisation est devenue l'outil de visée le plus précis pour la machine répressive géante qui était déjà en préparation au Kremlin. En 1930, la nouvelle ébranle l'URSS. En Ukraine, les autorités ont découvert une énorme organisation clandestine qui voulait renverser le système soviétique. Le procès de 45 dirigeants du syndicat dit « Libération de l'Ukraine » s'est déroulé publiquement au théâtre dramatique de Kharkiv et a été couvert par les journaux soviétiques. Les accusateurs ont affirmé que des universitaires, des professeurs et des prêtres ukrainiens préparaient un soulèvement populaire et la création d'une république ukrainienne indépendante grâce à leurs liens avec les centres d'immigration de Petliura. En général, toutes les affaires très médiatisées ont été jugées par environ 500 intellectuels ukrainiens influents. Certains furent fusillés immédiatement, la plupart furent mis à mort dans le goulag. Plus tard, il s'est avéré qu'aucune union de libération n'existait dans la nature. Toute cette affaire a été inventée dès le début par l'ODPU pour discréditer l'ukrainisation et ses dirigeants. Staline tenait déjà fermement le pouvoir entre ses mains
bien et il n'avait pas besoin de communisme national. Par conséquent, au début des années 30, les communistes ont commencé à remplacer la thèse du renouveau national par un nouveau terme, l'évasion nationale. Tous les membres des partis communistes de la RSS d'Ukraine et d'autres républiques, dont les opinions ne coïncidaient pas avec la position de Moscou, sont progressivement devenus des évadés. En 1932, le terme évasion a été officiellement remplacé par un autre, le nationalisme bourgeois. Ont été déclarés nationalistes bourgeois tous ceux qui, sur ordre du même parti communiste, s'étaient auparavant engagés dans l'ukrainisation, cultivaient et renforçaient la langue et la culture. Ce n'est pas une coïncidence si ce processus a coïncidé avec le début de l'Holodomor. Statistiquement, plus la région subissait d'ukrainisation, plus elle souffrait de la famine. L'ukrainisation est devenue la plus longue opération politique spéciale des communistes. Au cours de son parcours, tous les centres possibles de la conscience nationale et les leaders d'opinion ont été identifiés. Tous ont été autorisés à lever la tête pour ensuite la couper. Et le commissaire du peuple à l'éducation, Mykola Skripnik, qui était l'un des plus grands lobbyistes de l'ukrainisation, n'a pas voulu se repentir et s'est suicidé. À la fin de l'année 1932, l'ukrainisation en dehors de l'Ukraine a finalement été arrêtée. Grâce à des décisions coordonnées des autorités locales, tous les journaux et stations de radio ukrainisées ont dû passer aux Russes dans les 3 jours, tout comme le travail de bureau et l'impression de livres. En 1933, Joseph Staline a qualifié le nationalisme ukrainien de principale menace pour l'Ukraine soviétique. Poutine n'a fait qu'utiliser les idées d'autres personnes et a rêvé de répéter les années 1930 pour une nouvelle ukrainisation. Mais cette fois-ci, nous ne nous laisserons pas faire. Stanislav Yasinski, TSN, Tijden, 1+1.